La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazig de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! Bonjour Laure. Bonjour Laure. Bonjour Salma, bonjour Swazig. Comment ça va? Ça va plutôt très bien pour passer une partie de la journée avec vous. Je suis vraiment ravie. Très contente de t'avoir avec nous, de recevoir enfin nos invités en physique, en studio. Je trouve que ça change quand même beaucoup l'expérience, même si c'était chouette aussi d'échanger avec nos invités à distance, mais de les voir, de les faire se croiser, d'échanger. Enfin, je trouve ça super, tout en respectant encore une fois, je l'ai dit, pour Audrey, les gestes barrières. Donc on est vraiment contente de te recevoir. Félicitations pour les 2 millions. 2 millions de clients. Exactement, bravo. Vous êtes à la pointe, effectivement. On a annoncé ça la semaine dernière et c'est un chiffre rond. On est à moitié du parcours puisque l'objectif c'est 4 millions en 2024. Cap sur les 4 millions en 2024, c'est ce que j'allais dire. Pour les JO. Et oui, mais ouais, les JO, exactement. C'est vrai que c'est important de garder une petite note sportive. Donc les 2 millions, c'est 2 millions de clients pour Nickel, donc l'entreprise dans laquelle travaille Laure. Et on en parlait il y a quelques semaines. J'ai découvert Nickel, moi de mon côté, lors d'une précédente expérience professionnelle, à travers un client qui m'expliquait qu'il n'avait pas de compte bancaire, mais qu'il avait un compte Nickel. Et j'avais trouvé ça génial, et donc il m'avait expliqué ce que c'était. J'avais trouvé ça génial que ce soit un client qui m'en parle. Et donc j'avais fait des petites recherches pour me renseigner sur le projet. J'ai écouté plein de choses sur le sujet. Tu m'en envoyais pas mal aussi. De podcasts, ouais. Des podcasts sur le sujet. Sur la jeunesse du projet. J'ai finalement comme une sorte d'admiration sur le projet qu'il y a derrière, à la fois sur cette mission de lutte contre la précarité bancaire, mais aussi pour cette réussite, ce succès entrepreneurial qui est basé sur des points de vente physiques, ce qui est assez particulier pour les fintechs qui sont 100% digital. C'est un parti pris et c'est qui fonctionne très bien, visiblement, au vu des 2 millions de clients. Et au-delà de Nickel, pendant le premier échange et les échanges que tu as eu aussi avec Swazig, on a découvert aussi une personne qui était super ouverte à l'échange, alors que c'était la première fois qu'on discutait avec toi et qui nous a tout de suite mis à l'aise. Généralement, quand j'échange pour la première fois avec quelqu'un, j'essaye de tout faire pour la mettre à l'aise, mais là, c'est toi qui as fait ce pas vers moi en me mettant à l'aise. C'est hyper intéressant et c'est super. Et on a du coup hyper hâte d'apprendre à te connaître, de creuser un peu plus, d'en savoir un peu plus sur toi. Donc ce que je te propose, j'arrête de parler, c'est de te présenter. Merci à vous, je suis aussi ravie de vous avoir rencontré et ça rejoint une réflexion qu'on avait il n'y a pas longtemps avec Swazig, de dire que je pense qu'en tant que juriste, l'humour est aussi un bon allié pour faire passer des messages et être complice et proche de ses clients internes. Donc je suis vraiment à fond et je pense qu'on a tout intérêt à travailler avec un très bon état d'esprit et une ouverture, et vraiment l'humour fait la différence. Alors du coup, moi je m'appelle Laure Duquiroy, j'ai 35 ans. J'ai 2 grands beaux enfants qui ont 15 et 17 ans et un petit garçon qui a 3 ans. Je suis originaire de Bordeaux, j'en suis assez fière. Donc je dis rose, poche et chocolatine. J'insiste beaucoup sur cette trilogie, c'est important, l'identité. Un petit clin d'œil à Clémence Paré, si elle nous écoute, qui fait partie de l'équipe et qui m'a appris le mot poche il y a quelques semaines aussi. Oui, c'est très particulier pour un Parisien ou autre. Je voudrais ma chocolatine dans une poche. Okay. C'est un concept, mais ça se dit très bien. Et plus ou moins aussi. Et plus ou moins, et éventuellement gavé. Mais ça, c'est vraiment une déviance que je ne soutiens pas. Voilà. J'ai eu la chance d'étudier dans plein de villes et c'est assez chouette, de Toulouse, Bordeaux, Montréal et Paris. Et j'ai commencé ma carrière juridique à Londres, en plein marasme financier. 2009, c'était la crise. Lehman Brothers fait faillite. Les too big to fail, les gros établissements peuvent tomber, les banques peuvent tomber. Donc, c'est un grand bouleversement sur les marchés financiers. Et donc, je suis actuellement directrice juridique de Nickel, donc qui est un établissement de paiement. Nous ne sommes pas une banque. Et j'ai aussi fait toute ma carrière dans le groupe BNP Paribas. Donc ça peut paraître assez monotone, mais pas du tout. J'ai vraiment eu plein d'opportunités en commençant par un VIE à Londres et jusqu'ici, là, l'opportunité de passer dans une fintech. J'adore parce que Laure est en train de nous faire tout le podcast en une seule question. C'est génial. Ah, mais ça, je ne savais pas. On m'a pas bien briefé. Ah bon? Ok, merci. Mais non, je le prends très personnellement. Non, c'est parce qu'on est en retard, ça. On est en retard, donc il faut
Pardon, Nickel qui est une fintech. Oui, Nickel est une fintech. Donc c'est exactement pour rebondir à ce que tu disais en début d'enregistrement, c'est que la plupart des établissements, nos concurrents sont 100% digitaux, ils n'ont pas de présence. Certains opèrent même, comme par exemple N26 depuis l'Allemagne, ils n'ont pas de présence dans les pays. Et nous, c'est vrai que Nickel concilie à la fois le côté digital, puisqu'effectivement tout le service client est basé à Nantes, vive la Bretagne. Mais du coup, il y a aussi tout ce réseau de proximité qui fait qu'aujourd'hui, on doit nécessairement, pour récupérer sa carte et finir son parcours d'ouverture, finir dans un point de vente. Donc en France, ce sont essentiellement effectivement les buralistes. On a un engagement d'exclusivité, pour parler un peu juridique, avec la Confédération nationale des buralistes. Et ça rend aussi la chose hyper accessible et qui fait aussi que maintenant, dans tous les villages, même les plus isolés, il y a souvent effectivement un point de vente type PMU ou bureau de tabac ou bar tabac et qui du coup a vocation effectivement à faire plus que du bar tabac. Et donc c'est vrai que c'est vraiment une grande idée assez géniale. Et pour se replonger dans les origines de Nickel, on a la chance d'avoir un livre un peu fondateur, une bible, qui s'appelle Nos banques et qui raconte toute l'histoire de Nickel, comment ça a été créé par 4 fondateurs, avec 2 qui sont un petit peu plus connus aujourd'hui. Donc il y a Hugues Lebray, qui est l'ancien directeur de la com de la Société Générale, qui a justement écrit un livre en plein dans l'affaire Kerviel sur le jour où il a failli faire sauter la banque. Les 2 livres sont en commande, en tout cas, ils sont en cours de livraison pour arriver chez moi. Ils se lisent très bien. Hugues est un très bon orateur et aussi il écrit très très bien. Et il raconte ça. Et donc le deuxième fondateur qui a vraiment une importance assez marquée dans l'histoire de Nickel s'appelle Riyad Boulanoir. C'est lui qui a aussi, c'est un grand technicien très agile, mais il a été à l'origine de la conception du pass Navigo. Mais c'est lui qui a aussi poussé cette idée il y a une grande majorité de la population qui souffre de ne pas être bien intégrée dans les réseaux bancaires et qui, parce qu'ils ont connu des incidents de paiement, ils ont été interdits. Un chèque sans provision peut conduire à être inscrit sur un fichier Banque de France et ne plus pouvoir retrouver une identité, une continuité bancaire normale. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai besoin de créer une promesse qui fait que le compte est maintenant réduit à sa plus simple expression. C'est vraiment payer à être payé. C'est un compte de paiement. Il n'y a pas de découvert autorisé, il n'y a pas de service de placement financier particulier, mais ça permet de gérer le courant, d'avoir de l'argent, de ne pas dépenser plus que ce qu'on a. Et surtout de ne pas être, on va dire, cantonné à ces régimes, alors qui existent, et c'est très bien, du droit au compte ou des services bancaires de base, qui font que certaines personnes peuvent se trouver stigmatisées de ne se voir proposer que cette offre-là. Et là, du coup, l'idée, c'est que tout le monde paye la même chose, peu importe qui on est. Et il y a une valeur qui, effectivement, est assez importante, qui est vraiment le côté universalité et bienveillance. Et ces 2 valeurs-là font qu'effectivement, dans toute l'offre Nickel, tout le monde, effectivement, paie la même chose. Il n'y a pas de distinction. Et on a la même carte. Alors maintenant, je dis on a la même carte. C'était l'origine au début. Maintenant, il y a 2 nouvelles cartes qui sont arrivées. Une première qui est la Nickel Chrome, parce que c'est rigolo quand même, ce qui est l'équivalent de la carte Premium. Et il y a une carte qui s'appelle My Nickel qui permet effectivement de la personnaliser avec sa région derrière, une couleur, etc. Et toujours dans l'idée quand même de se dire, j'ai le droit d'avoir la même chose, d'avoir un service de paiement qui soit le même que les autres. Et je ne suis pas stigmatisée comme étant en dehors du système. Et donc ça, c'est vraiment une idée assez géniale. Et c'est tellement génial que l'idée, en ce moment, c'est aussi de l'ouvrir à l'international. Ok. Donc Belgique. Alors d'abord l'Espagne, on est en Espagne, où là on s'appelle pas le compte pour tous, mais on s'appelle Tu Cuenta del Barrio, donc le compte du quartier, toujours avec cette idée d'avoir du digital, mais vraiment aussi de la proximité. Donc là, les distributeurs sont un distributeur de loterie nationale qui s'appelle la Finemix, et on bosse aussi avec des buralistes locaux. Donc pareil, toujours une logique on est dans des campagnes, on est aussi dans des villes, et les gens effectivement ont un autre rapport à la banque, puisque c'est pas une agence bancaire un peu froide, je vais pas dire de mal sur les banques traditionnelles, mais on en reparlera. Mais simplement, c'est un autre rapport que d'avoir effectivement pouvoir faire des opérations courantes de dépôt-retrait auprès d'un point de vente qui n'est pas un conseiller bancaire. Ce qui est génial avec Laure, c'est qu'elle est tellement passionnée que du coup, ça en fait la meilleure communicante pour Nickel. Je pense que la meilleure commerciale. Merci Salma. Ça donnera envie à plein de monde d'ouvrir un compte Nickel. En tout cas, je pense qu'il faut se poser la question, comme tu dis, c'est important de ne pas se dire qu'on est pieds et poings liés avec sa banque. C'est important de choisir aussi son établissement en fonction de ses vrais besoins. Et c'est vrai que quand on n'a pas de
besoin particulier d'aller chercher un investissement pour acheter un bien immobilier, faire des placements financiers. C'est vrai qu'on peut se dire aussi qu'on paie aussi la banque très cher. Et la deuxième promesse de Nickel, au-delà d'être universelle et effectivement accueillante, c'est vraiment de dire on paye au juste prix et on va payer les services qu'on utilise. Et donc du coup, c'est une commission qui n'a pas bougé depuis les origines, donc depuis 2013, c'est 20 € par an. Et c'est vrai que ça peut vraiment servir plein de finalités particulières et quand on a vraiment besoin du strict minimum, on paie que le strict minimum. Donc c'est ça qui est important. Et est-ce que tu as toujours rêvé de travailler dans une banque, on va dire, à vocation sociale, ou est-ce que tu avais d'autres rêves plus jeunes ? C'est une très très bonne question. Non, je pense que quand j'ai commencé à faire du droit, il y avait vraiment cette vocation sociale. J'avais initialement caressé l'envie de devenir juge des enfants. Et là, je me suis tournée vers le droit des affaires et le droit bancaire et financier parce qu'il y a une dimension proche de l'économie réelle avec un droit qui bouge, avec un droit qui oblige aussi à s'adapter, à se poser des questions, des produits qui sont plus sophistiqués. Et puis, chez Nickel, du coup, la promesse, c'est vraiment le fait d'aider vraiment des gens qui sont, qui ont juste besoin de régler leurs factures, de recevoir un salaire ou des prestations sociales. Parce que quand tu étais enfant, tu voulais être juriste, tu disais j'ai hâte d'ouvrir le code monétaire et financier. Non, mais le code général des impôts. Le code général des impôts. Non, effectivement, il y avait plein de codes d'Alloz chez moi. Non, mais j'ai un grand-père qui est décédé aujourd'hui, mais mon grand-père maternel dont j'étais très proche, qui est occupé cette vieille fonction qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle la conservateur des hypothèques. Et effectivement, ça a toujours, j'ai toujours baigné un peu dans le droit parce que lui était très, travaillait énormément autour de ça. Et donc, j'ai dû faire mon stage d'observation chez un notaire, ce qui n'est pas forcément hyper glamour, mais il y avait effectivement déjà une direction vers les métiers du droit. Tu dis j'ai dû, il t'a obligé? Non, j'ai dû. Non, il m'a pas obligé. Mais je pense que j'ai tellement, je pense qu'en fait, un enfant aussi, il s'entraîne de ce qu'il a. En fait, il baigne dans un milieu et c'est vrai qu'il y a des choses qui lui paraîtront beaucoup plus naturelles, beaucoup plus accessibles que d'autres. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir cette influence, de mon grand-père qui, chaque fois que je le voyais, était dans ses livres et dans ses codes et effectivement avait beaucoup de contacts avec des notaires aussi. Ça a aussi un peu conduit à se poser des questions et à aller explorer ce terrain-là. Après, c'est vrai que le droit, c'est vraiment une matière que, du coup, dans tout notre cursus, on le découvre pas avant la fac et c'est pas qu'on y va par hasard, mais on n'a pas en amont un petit aperçu de ce que ça pourrait être et de ce qu'on aurait envie d'y faire. Donc, il t'en avait parlé de cette orientation Ouais, lui, je pense qu'effectivement, c'était vraiment la vieille école et très méritant. Et donc déjà, le métier où on sait que, par définition, un juriste, on va beaucoup, beaucoup travailler. Ça va pas forcément être toujours gratifiant, où notre rôle va être mis en valeur mais on peut tirer de la satisfaction d'un travail rigoureux, d'un travail minutieux et effectivement le sentiment d'avoir compris, d'avoir fourni une analyse précise qui fonctionne et voilà, vraiment apporter un effort intellectuel qui fait la différence. Et ça, c'est vrai que c'est un peu cette vision-là que j'ai de lui qui a un peu conduit aussi à aller explorer ces voies-là et après, effectivement, de choisir d'aller faire du droit et en se tournant plus spécifiquement vers le droit bancaire et financier qui est hyper dynamique et qui permet vraiment de se dire que tu t'ennuies pas, en fait. Ça bouge très vite et surtout, tu as vraiment cette dimension d'économie réelle où je pense que c'est un plaisir de dire que tu accompagnes vraiment des clients sur des opérations qui sont concrètes et qui avancent. Ok, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que moi j'ai fait du droit, pas pour devenir avocat, pas pour devenir notaire, pas pour défendre la veuve et l'orphelin, parce que ma tante qui est aussi malheureusement décédée quand j'étais ado, avait fait des études de droit et travaillait d'ailleurs dans une antenne du groupe Bell au Maroc. D'accord. Et justement, j'étais tombée sur ces bouquins, ces codes d'Alloz, le code pénal de 1980. J'ai encore ces versions-là. Ça vaut très cher, peut-être sur eBay, ça. Je sais pas. Je sais, ouais, mais je les garde précieusement et je les offre à des personnes qui me sont chères. Ça, c'est chouette. Et du coup, j'ai fait du droit parce que j'étais admiratrice de sa rigueur, de sa personne, et je me suis dit, Tata Horia a fait du droit, je vais faire du droit aussi, en fait. Et c'est impressionnant comment, en fait, ça nous conduit vers des horizons finalement qu'on n'aurait peut-être pas explorés si notre entourage ne les avait pas explorés non plus.
Donc je me reconnais parfaitement. J'arrête de parler de moi, mais je me reconnais parfaitement dans non, mais c'est hyper important, la dimension humaine dans une carrière. Ouais. Et puis le poids familial aussi d'orienter ou de faire découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas spontanément exploré ou qui n'est pas forcément mis en avant ou peut-être ultra valorisé. C'est ça. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que pousser une carrière de juriste, c'est peut-être pas forcément ce qui va faire le devant de la scène ou ce qu'on va forcément prôner ou mettre en valeur pour ses enfants, sauf si on a effectivement eu, comme tu dis, cette influence familiale où on a baigné dans le droit. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bah justement, en parlant de ton parcours et de ton parcours universitaire, qui est assez atypique, il me semble que tu n'as pas tout de suite commencé par des études de droit. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, ça m'arrive de dire des bêtises. Il faut m'arrêter. Non, laisse personne te dire ça. Non, c'est parce que ça a été très très bien préparé et très bien étudié. Ça fait des semaines qu'on travaille, donc non, tu maîtrises parfaitement ton sujet, c'est vrai. Je pense que c'est bien d'en parler parce pour voir qu'on peut arriver à plein de chemins pour arriver au droit. Donc moi, effectivement, j'ai commencé par des classes préparatoires aux grandes écoles, donc mais littéraires. Ça s'appelle Lettres et Sciences sociales, donc c'est sur des profils scientifiques. Mais l'avantage, c'est que ça donne effectivement plein de bonnes choses pour la suite, au-delà même du droit, mais c'est une méthode de travail, c'est une culture et un peu une curiosité aussi, parce qu'effectivement, on bosse énormément, on est beaucoup, il y a les enseignements. On passe de l'économie, de l'histoire, la littérature, la philo, des maths aussi. Et du coup, ça forge aussi un esprit critique. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect curiosité en se disant, tiens, aujourd'hui, j'étais bien dans mon poste d'avant, c'était assez facile, je maîtrisais mon sujet, on en parlait avec Swazik. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais me dire, tiens, je sors de ma zone de confort et je vais accepter un poste chez Nickel où il va falloir tout réapprendre. C'est une autre culture, c'est d'autres clients. Je me remets en risque. Et pourquoi je le fais ? Parce que je sais que je vais tirer cette satisfaction à la fin. Donc, j'ai commencé comme ça. Et donc à Toulouse, où à l'issue de cette préparation, il était possible, donc derrière il y a des concours effectivement, donc c'est principalement l'école normale supérieure, donc autant dire que c'est extrêmement élitiste et que très peu d'élus. Et donc je suis partie ensuite en droit histoire en double parcours. Il y a un moment donné aussi, je voulais devenir commissaire-priseur, comme quoi tout est possible. Et donc le double parcours droit histoire a son intérêt aussi. Et donc j'ai fait ça jusqu'à la licence. Et après je suis partie en maîtrise de droit des affaires. Et si on revient à la prépa, oui. T'as décidé de t'inscrire en prépa parce que tout le monde s'inscrivait en prépa et parce qu'il y avait un certain prestige derrière et parce que peut-être que t'avais enfin je sais en tout cas que moi il y avait cette pression familiale qui me disait que il faut faire une prépa de tel type pour accéder à telle école ou tel master, enfin bref, il fallait faire ce type de parcours, c'était le parcours clé à faire. Est-ce que toi c'était ton cas ou... Ouais, je pense que t'as complètement raison. Je pense qu'il y avait aussi pas une pression familiale, mais mes parents ont fait des bonnes études, mais viennent, pour mon papa en tout cas, d'un milieu plus modeste. Et c'est vrai que pour lui, les classes préparatoires, c'était un peu le Saint Graal. Et donc c'est vrai que comme j'étais plutôt très bonne élève, j'ai été poussée vers cette formation-là, avec cette dimension littéraire qui est un peu plus rare. C'est vrai que souvent on met les classes préparatoires scientifiques en valeur. Mais du coup, ça a été une très bonne relation. Évidemment, c'est très dur. On arrive là-bas, on était plutôt des très bons élèves au lycée. Et là, on se retrouve un peu mis plus bactère, parce qu'il y a une petite dimension aussi. Pardon, t'es une merde et il faut que t'apprennes plein de choses. Et donc, voilà, c'est là aussi, on rencontre des gens qu'on est aussi susceptibles de revoir après, parce que petit à petit, c'est des gens qui vont ensuite évoluer dans des milieux plus proches de nôtres aussi. Mais c'est une très bonne école. C'est juste que c'est aussi, c'est pas souvent les plus brillants qui réussissent en prépa, parce que c'est vraiment c'est ceux qui savent résister aussi, qui savent gérer le stress, gérer la pression et le marathon des concours. Et j'avoue que ça m'a aussi, ça a été aussi une révélation sur le fait que, sur cette manière de gérer le stress, j'étais peut-être pas mon domaine de prédilection, et du coup, il fallait retrouver quelque chose qui me mette aussi en valeur et qui me tienne en émulation, mais qui soit pas sous cet angle-là de travail, de pression et de compétition avec les autres, parce qu'il y a aussi cette démarche-là. Tu trouvais pas de sens? Moi, en fait, parce que effectivement, c'est vrai qu'en plus, les débouchés sur des classes préparatoires de ce type-là, elles sont. Après, ça s'est élargi. On peut passer sur Sciences Po, des écoles nationales de statistique, mais il y a quand même moins de débouchés que sur d'autres types de formations. Et c'est vrai que si on n'a pas une passion et l'objectif, vraiment, c'est ça que je veux faire, c'est effectivement énormément d'investissement et un peu un passage intense pour un jeu qu'on n'estime pas en valoir la chandelle. Mais avec le recul, ça a effectivement été hyper utile quand il y a, sur toute ma carrière, quand il y a des gros enjeux, des échéances très courtes et des choses à faire, je vois que cet passage-là m'a vraiment forgé en termes de méthode de travail et de capacité à se dire, bon, je sais pas faire, mais je vais prétendre que je sais le faire parce qu'on m'a donné les billes pour tricher ou prétendre que je sais le faire à peu près comme il faut. Ok, donc tu le recommanderais à tes deux ados Je pense que c'est vraiment, je
pense qu'il faut se dire que, c'est aussi maintenant, c'est des formations qui restent élitistes, mais si vraiment on a un objectif de dire on peut y arriver, on peut y passer, oui, je pense qu'il faut pas s'auto-censurer, il faut essayer d'y aller. Je pense qu'on a vraiment cette chance en France d'avoir cette formation qui, en plus, pour le coup, est essentiellement 100% gratuite et qui donne effectivement derrière vraiment une curiosité, une pensée critique et des méthodes de travail qui sont juste incontournables. Mais tu me fais une magnifique transition en parlant de curiosité, parce que c'est cette même curiosité qui t'a mené à aller faire un échange à Montréal. Ouais. Et je trouve ça génial parce que tu vas m'aider à briser ce mythe qui consiste à dire qu'en faisant un échange alors qu'on est en fac de droit, ça peut être compliqué en termes de crédibilité sur son dossier pour accéder à un master 2. Enfin, ces bruits de couloir en fait qui n'ont pas de sens et que tout le monde se véhicule. J'espère que c'est pas le cas actuellement, mais enfin il y a 2-3 ans quand j'étais en fac de droit, c'était encore le cas. Est-ce que tu peux nous parler de cet échange Ah oui, mais on en a parlé aussi récemment avec Swazik. Vous avez parlé de tout avec Swazik. On a refait l'enregistrement avant pour se préparer. Non, mais sur ce point-là, je comprends que c'est aussi Swazik avait aussi insisté sur le fait que c'était plutôt atypique. Et pourquoi Montréal et pourquoi un échange dans un parcours universitaire où effectivement ça peut être perçu comme c'est une année pour s'amuser, ça n'a pas de sens d'un point de vue apprentissage. Or, en fait, déjà, le choix du Québec est au-delà des petites expressions que j'ai gardées comme très intimes, mais que je peux placer à des moments pour faire rire et détendre l'atmosphère. Mais non, c'est vraiment d'un point de vue droit, c'est hyper riche parce qu'il y a finalement il faut savoir que du coup, le droit québécois est un mélange et un mix de droits. C'est un système juridique mixte où il y a à la fois du droit de la common law et du droit civil. Ça, c'est hyper important parce qu'on ne le sait pas forcément. Et du coup, c'est vrai que ça irrigue toute la manière dont le droit est enseigné dans leurs universités là-bas. Et il y a aussi cet éclairage sur le fait que le Canada est un pays avec un gouvernement fédéral et il y a une répartition des compétences et des domaines pour légiférer entre la province et l'État fédéral. Et donc, c'est vrai que ne serait-ce que de pouvoir accéder à effectivement c'est une nouvelle forme d'enseignement, parce que c'est aussi une autre manière d'enseigner le droit. C'était ça qui était important aussi. Effectivement, là-bas, il y en a été très peu en échange parce qu'il se trouve que c'est un programme qui est peut-être plus sélectif dans son esprit que, par exemple, l'Erasmus. Parce qu'en fait, ça marche assez moins bien dans l'autre sens, c'est-à-dire que des Québécois vont moins étudier en France le droit, mais il y a effectivement plus d'Européens qui décident d'aller là-bas. Et ça a été vraiment l'occasion de découvrir une autre manière de faire du droit, notamment les enseignements. C'est vrai que eux, très tôt, ne serait-ce qu'en maîtrise, les enseignements se font effectivement avec des professeurs, des avocats. Enfin, c'est vraiment un panel d'enseignants qui n'est pas que du profil universitaire pur et dur. Et ensuite, les cours, les examens sont des cas pratiques avec les cours. Donc ça peut paraître surprenant en disant « mais je dois pas réciter mon cours là ?» Non, en fait, il faut que tu apprennes à aller chercher l'information pour résoudre ton cas pratique. Et beaucoup d'essais à rédiger sur des thématiques. Moi, j'ai fait un essai sur le prêt d'argent en droit international, donc avec vraiment des logiques des questions de droit international privé. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment c'est nous qui produisons une analyse et c'est pas je recrache telle analyse de tel universitaire qui a la cote en ce moment. Et donc c'est vrai que ça a été une super expérience et après, je pense qu'on devrait tous effectivement changer un peu de perspective et se dire, même en point de vue du droit, certes, c'est un droit différent, mais la manière de le percevoir, la manière de concevoir le conseil qu'on va donner ensuite à nos clients internes ou parfois des clients externes si on est avocat, c'est une richesse je pense qu'on devrait même encore plus promouvoir dans des facs de droit pour se dire qu'ensuite, on est capable après d'être adaptable et de s'adapter à plein de cultures, plein de clients. Et moi, je pense qu'on devrait plus le promouvoir qu'effectivement de disqualifier l'expérience en disant que c'est plutôt une parenthèse qu'un vrai approfondissement. Ok, donc, moi, je trouve ça super rassurant que des personnes le disent dans le podcast. Enfin, toi, Laure en tant que directrice juridique chez Nickel, Ricardo en tant que juriste chez Adopte un mec, de personnes qui se sont installées dans leur parcours professionnel et qui le disent. Enfin, je sais que moi, si j'avais écouté ça il y a quelques années, je me serais dit ok Hugo, je vais aller faire un échange, un Erasmus ou autre. Ça aurait pu être génial. Mais c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant et je t'avoue que même moi, quand je reçois des CV, des profils, alors là, il se trouve qu'en plus on recrute aussi dans une perspective de développement à l'international, mais moi je suis assez fan de voir des personnes qui effectivement n'ont pas fait, alors même si c'est très impressionnant, mais un pur parcours à Paris 2, à SAS, oui, ce sont des gens très brillants, mais peut-être qu'effectivement une année dans un autre droit, dans un autre pays, dans une autre culture, avec un autre enseignement universitaire, ça leur donne aussi une autre manière d'être et une autre manière de gérer ou de prendre une problématique juridique dans leur quotidien. Mais je crois qu'il n'est jamais trop tard, en fait, pour partir à l'étranger. Ouais. Après, c'est plus compliqué pour apprendre le droit, ou en tout cas, c'est plus facile quand on est étudiant d'apprendre un autre système juridique.
Mais pourquoi pas? Enfin, c'est vrai qu'on a parlé de Montréal. Ouais, il y a un côté. Si, parce que moi, je rêve d'y aller, en fait. Mais, enfin, je rêve de m'y installer. Il y a une qualité de vie aussi. Je pense que c'est un pays de nature et d'ouverture sur les droits des minorités. Enfin, c'est un pays hyper riche et honnêtement, moi, j'ai adoré chaque moment de mon expérience là-bas, y compris des échanges avec les autochtones et tous les étrangers qui vont aussi, parce que ils ont un programme très dynamique d'échange. Il y a beaucoup de nationalités qui vont étudier là-bas parce que leur enseignement est vraiment de qualité, moins cher que les facs américaines, ou moins élitistes parfois, mais vraiment avec un très très bon rendu et des enseignements assez incroyables. Ouais. Et ça fait partie de ces pays où on se sent accueilli avant même d'y aller. Enfin, on sait que... ouais, il y a effectivement, tout à fait. Il y a un côté hyper accessible et ils le sont dans leur rapport humain. Il n'y a pas de... Enfin, c'est vrai qu'ils sont très chaleureux. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, nous, quelque chose qu'on a en Europe qui fait qu'il y a des gens qu'on va pas appeler pendant longtemps, mais ça restera toujours des amis très forts. Et eux, justement, il y a quand même ce côté un peu buddy à l'américaine où il faut se voir beaucoup pour créer du lien et pour considérer qu'on est amis. Et donc, c'est quand même un... Voilà, mais du coup, l'expérience, elle vient non seulement de l'expérience universitaire, mais elle vient aussi sociologiquement d'interagir avec des personnes différentes. Et c'est hyper riche après pour une carrière ou même après pour faire du management, de savoir s'adapter à des gens qui viennent pas de la même culture, ont pas le même vécu que soi. Et non, mais c'était vraiment une super expérience et je suis très chanceuse d'avoir pu la faire parce qu'on en parlait avec Swazik. C'est vrai que c'est des programmes qui postulent que on va être étudiant là-bas, qu'on pourra pas travailler. Donc il y a un certain nombre de prérequis et un minimum de revenus financiers préalables pour pouvoir être accepté dans le programme et pouvoir vivre 1 an au Canada sans travailler, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la petite case, le petit disclaimer, attention, ils regardent ton compte en banque. Et je pense qu'ils prennent pas les comptes nickel. Est-ce qu'on coupera au montage? Mais tu as des ressources à recommander pour étudier au Canada, des choses qui t'ont aidé à préparer ton dossier? Pour préparer le dossier de la Crépuc, ouais, pas de souci. Effectivement, moi, le souvenir que j'avais, c'était que effectivement, c'était un programme, il sélectionnait sur dossier. Donc, c'est vrai que pour pouvoir présenter son dossier et y aller, il fallait avoir plutôt des très bons résultats dans le domaine universitaire. Et après, effectivement, il y avait une lettre de motivation pour expliquer pourquoi le Canada. Et voilà. Et après, ensuite, moi, j'étais à l'Université de Montréal, mais il y avait aussi des programmes d'échange à McGill, qui est une super université aussi. Très bien. Maintenant, c'est vrai que c'est le problème des échanges auxquels parlait Swazik, c'est que moi, j'étais déjà en maîtrise, donc pour avoir des cours équivalents, sachant qu'il y a beaucoup de common law aussi, c'est compliqué en fait, parce qu'on n'a pas effectivement les bases. Et donc, faut trouver aussi le bon niveau en se disant c'est un échange, donc je me mets au niveau, mais ils acceptent pas non plus qu'on se retrouve dans des cours avancés. Si on n'a pas le bagage minimum pour y accéder, c'est quand même très différent. Mais pas de souci, avec grand plaisir. Super. Et franchement, c'est voilà. Et je sais qu'après, il y a plein d'autres programmes pour arriver au Canada où on peut bosser et un peu étudier, mais celui-là, effectivement, il permet vraiment à la fin de pouvoir avoir le plus de cours possible pour optimiser et maximiser l'expérience. Ouais. Ok. Et c'est marrant parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression que ta spécialité, donc on va dire droit bancaire et financier, a toujours été présente. Même ton mémoire de M2, si je me souviens bien, c'est sur le prêt d'argent en matière internationale. Enfin, pour moi, mais c'est peut-être une erreur de ma part, j'ai pas l'impression que ce soit une spécialité naturelle. Comme le droit fiscal. Comme le droit fiscal, ouais. Avocat, fiscaliste, c'est vrai que ça fait un peu... Ah, ouais, ok. C'est sûr. Pardon à ceux qui nous écoutent. Mais non, mais effectivement, c'est vrai que Pourquoi tu vois ce choix-là? Je pense qu'il y avait vraiment cette dynamique d'avoir... Alors, au-delà de... Parce que c'est vrai qu'à Montréal, j'ai fait plein de choses. C'est aussi l'avantage des échanges, c'est qu'on a aussi cette flexi de pouvoir choisir ses cours. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai fait des choses en gros, des cours qu'on a beaucoup moins dans l'enseignement traditionnel français. Là, il y avait du droit économique, donc c'était beaucoup du droit de l'OMC, etc., sur comment on gère des valeurs non marchandes dans des échanges. Donc, des choses qui sont traditionnellement pas enseignées, en tout cas, dans les universités françaises. Et après, le droit bancaire et financier, je pense que c'est plus parce que c'est à la fois quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Même au Moyen-Âge, il y avait effectivement des prohibitions sur l'usure, etc. Et pour autant, aujourd'hui, on en parle beaucoup et moi, ça m'a spontanément toujours attirée. C'est proche de l'économie.
Il y a un dynamisme, il y a un réseau aussi derrière. Et puis je me projetais un peu plutôt dans l'industrie. C'est vrai qu'on pourra revenir après est-ce qu'à un moment donné, je me suis posé la question de devenir avocate. Mais c'est vrai que travailler dans un établissement bancaire avec une dimension très internationale, ça a toujours été quelque chose qui a un peu dirigé mes choix. Maintenant, après, tu vois, il y avait aussi un peu d'improvisation. À un moment donné, on en parlait j'ai fait un stage en cabinet d'avocat sur du droit du travail. On a défendu des employeurs et des problématiques employeurs. C'est ça, je suis aussi allée explorer des domaines qui peuvent paraître plus naturellement alléchants que le droit bancaire et financier. Mais voilà. Et je pense on va tout faire. Du droit bancaire et financier. Il en faut, exactement. C'est parfait parce que j'allais justement te dire que en stalkant, en parcourant ton profil LinkedIn, je pense que tu as dû recevoir 36 000 notifications. J'ai pas retrouvé tes expériences en stage. Est-ce que tu les caches parce que justement tu as fait du droit du travail ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, en fait vraiment pas. C'est juste que après, je pense que, c'est pas dire que je suis à un âge avancé, mais après il y a d'autres expériences on dirait un soisique. À mon époque, il fut un temps, je parle, il y a fort longtemps. Non, effectivement, après c'est vrai que c'est des choses qui sont moins structurantes pour mettre en valeur une expérience. Comme j'ai eu cette chance de faire un VIE, donc c'est au début un stage plus qui est un peu conditionné après la suite de ma carrière. C'est vrai que j'ai un peu simplifié aussi. Je sais pas, on a cette règle aussi en France où on essaie de condenser, les CV font pas 6 pages. Et donc du coup, on fait disparaître des sujets qui sont un peu moins. Mais pour autant, ça a été structurant dans ma construction aussi de me dire, j'ai aimé cette expérience. C'était assez intéressant parce que, comme je le disais, c'était droit du travail, mais sur des problématiques employeurs, donc travail dominical, licenciement. Donc c'est quand même une autre vue du droit du travail qui est plutôt un droit qu'on cherche protecteur du salarié. Mais ça m'a aussi du coup donné des pistes de changer de point de vue en se disant là, je regarde de l'autre côté et je ne veux pas forcément devenir avocate. C'est une profession extraordinaire, mais je me disais, j'ai l'impression qu'en banque ou dans un établissement financier, on a ce dynamisme et cette adrénaline avec des dossiers qui sont stimulants, intéressants, et on garde quand même cette notion un peu d'équilibre aussi, où a priori, on n'a pas, les week-ends, les soirées, les projets sont compatibles avec un mode de vie. Voilà. Donc c'est en faisant ce stage que tu t'es dit, en fait, je me rends compte que je ne veux pas devenir avocate. En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'allais pas forcément du coup passer le barreau, puisque c'était à peu près à ce stade-là, c'était en M1, donc avant de se positionner, où je me suis dit, en fait non, et si éventuellement ça me manque, il y a toujours des passerelles. Aujourd'hui, il y a effectivement un âge plus avancé de carrière, il y a aussi des équivalences qui peuvent être données, où on passe la déonto, et c'est beaucoup plus atypique, je pense, de commencer en industrie et ensuite revenir en cabinet, mais ça se fait. Il y a plein de politiques d'ailleurs qui redeviennent avocats après avoir perdu leur mandat. Mais c'est vrai que non, ça m'a plutôt confortée en me disant en fait non, je pense que j'ai envie d'avoir un accompagnement au service vraiment d'entreprise avec des problématiques où j'ai surtout une vue hyper transversale. En fait, le métier d'avocat c'est très différent, mais généralement l'avis d'un cabinet d'avocat il va être le plus nourri possible pour donner une vision la plus exhaustive des risques possibles parce qu'ils ont une responsabilité derrière, alors qu'un juriste interne va vraiment devoir donner un avis à un moment donné et surtout comprend vraiment accès à l'intégralité des enjeux de l'entreprise. Il a vraiment la vision hyper centrale et transversale, et d'autant plus dans un établissement encadré, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours travaillé dans des banques ou comme Nickel, un établissement de paiement, où derrière il y a un agrément bancaire et donc il y a des enjeux on vend pas des chaussures, on loue pas des voitures. Ça veut pas dire que c'est pas aussi, on n'est pas aussi rigoureux dans l'analyse, mais c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux aussi qui font que c'est hyper riche d'être un juriste de l'intérieur et vraiment de conseiller la direction générale en ayant tous ces aspects. Et un avocat par définition, il est saisi que ce qu'on lui demande en fait, alors que le juriste interne, il doit vraiment avoir cette compréhension hyper transversale de comment ça fonctionne, parce que cet avis-là peut ensuite conditionner d'autres choses et voilà. Et donc c'est ça qui m'a un peu confortée. Donc c'est vrai que je le mets pas en avant, mais il y a plein de choses à raconter après. C'est pour ça quoi. Il y a plein de choses à raconter. On le sait, on le sent d'ailleurs. C'est ce qui est génial. Ok, donc stage en cabinet d'avocat et du coup le VIE c'était à Londres, à la BNP. Ouais, BNP, donc année où Lehman Brothers fait faillite, donc compliqué sur les marchés financiers, sur le marché de l'emploi au sens large en fait. C'est-à-dire à la fois les banques, les conseillers des banques, les cabinets d'avocats qui conseillent des banques, c'est un peu le marasme. Et du coup, il y a cette opportunité qui est assez chouette, le VIE volontariat international entreprise, c'est aussi une spécificité française, quoi, peut-être européenne, mais du coup, c'est un très bon tremplin parce que c'est entre 15 et 18 mois dans une entreprise française. Alors, je pense vraiment qu'aux origines, c'était pour des entreprises à taille moyenne qui s'installaient sur un marché un peu exotique. La BNP à Londres, c'est pas très exotique, mais ça reste quand même une super expérience.
J'ai beaucoup appris et j'ai eu la chance de travailler dans une équipe très internationale. Il n'y avait pas de français. Et donc, ça a vraiment donné déjà une habilité linguistique, mais juste aussi une manière de réfléchir. Alors là, c'est pareil, on pourrait dire, tu es juriste droit française, comment tu peux conseiller en droit anglais? Et en fait, la spécificité, c'est que je travaillais sur de la négociation de contrats hyper standardisés. C'est les contrats cadres ISDA, qui sont pour documenter des produits financiers. Et effectivement, c'est plein de techniques de négociation. Alors effectivement, chaque fois qu'il y avait des spécificités, on était accompagné par des solliciteurs anglais, mais ça a vraiment donné un cadre pour comprendre comment on négocie contractuellement des contrats et surtout voilà comment on interagit avec, surtout dans le monde anglo-saxon, parce que c'est vrai que les Anglais sont très différents de nous, et ça a été aussi une très bonne expérience sociologique, culturelle, de pouvoir faire 2 ans là-bas et commencer donc dans une banque française, mais dans un environnement très international. Et en 2009, donc tu as eu ton diplôme et tu rejoins BNP Paribas. Ouais. Donc encore. Encore, effectivement. Sauf que là, on était en pleine crise financière. Ouais. On va pas faire un parallèle avec la crise d'aujourd'hui, mais ça devait être quand même un peu compliqué. Est-ce que tu te souviens un peu de cette période où tu as dû chercher ton premier emploi ? Alors, ouais, peut-être pour le remettre dans le contexte, 2009, j'avais fait un stage côté BNP en 2009 aussi. Donc, pareil, stage de fin de Master 2, après un Master 2 en droit bancaire et financier. Et effectivement, la plupart du temps, quand le stage se passait bien, derrière, il y avait une opportunité concrète de CDI derrière. Là, c'était juste pas possible. Et donc, effectivement, c'était soit rien du tout, et donc trouve une opportunité, soit effectivement, il y a ce VIE. Et donc, ça a été la piste un peu qui pourrait être vue comme dégradée, parce que c'était pas la promesse d'un emploi permanent, mais ça a été la passerelle qui fait qu'effectivement j'ai pu continuer et qui fait que je suis toujours aujourd'hui dans le groupe BNP Paribas, mais que j'ai vraiment pu avoir vraiment plein d'expériences très différentes, et surtout le fait de nous permettre de passer de mondes assez différents, où effectivement j'ai quand même fait à un moment donné du droit anglais, je suis passée ensuite sur un autre domaine extrêmement spécifique sur les marchés financiers, tout ce qui est délit d'initié et manipulation de cours, donc avec pour la structuration de produits adossés à de l'action, très spécifique quand je suis revenue à Paris après 2 ans à Londres. Et j'ai ensuite eu cette opportunité, peut-être pour continuer après, vous me dites si je sors du cadre, pour aller chez Nickel. Et c'est vrai qu'on peut se dire faire toute sa carrière chez un employeur, même pour un juriste, c'est peut-être pas forcément très stimulant, beaucoup d'émulation, sans parler du package financier ou autre, mais c'est juste que en tout cas, il y a des groupes comme ça où il y a quand même une grande diversité d'opportunités, et surtout, on accepte aussi de se dire, mais attends, mais t'es un juriste en droit financier, pourquoi je vais te laisser aller devenir directrice juridique dans un établissement de paiement où il y a tout à faire, il n'y a pas de département juridique, et il faut tout créer from scratch. Et ça, c'est possible, en fait. Et c'est vraiment ça qui fait partie aussi des messages, de dire que même dans le droit, on peut être aussi agile, et il y a aussi des structures qui acceptent de faire confiance et de laisser la découverte. Ouais. J'en ai déjà parlé, moi, mais c'est vrai que pour avoir travaillé chez SNCF, donc gros groupe, il y a des opportunités différentes. Donc moi, je suis toujours un peu mesurée quand on dit il faut changer tous les 3-4 ans de poste. Enfin, il y a un moment donné, c'est bien aussi de rester un certain temps dans une entreprise, parce qu'on connaît les personnes, on connaît les problématiques, les enjeux. Et c'est pas parce qu'on va rester... moi, je suis restée 10 ans dans le groupe SNCF qu'on va faire toujours la même chose. Il y a une diversité des dossiers, et je pense que c'est pareil pour BNP Paribas. Et le temps passe vite, en fait. Le temps passe vite, et tu as raison aussi. Je pense que c'est peut-être une vision très anglo-saxonne. Je pense que moi, j'ai souvenir de mes amis anglais qui me disaient si tu passes plus de 3 ans à un poste, c'est un fail. C'est vraiment des visions de point de vue. Comme nous, on reste beaucoup au bureau. Eux, si à 6 heures, t'es pas parti, c'est que c'est toi qui sais pas gérer. Donc, c'est des points de vue différents, mais c'est vrai que tu as raison. Et je pense qu'après, là, c'est aussi il faut aussi capitaliser sur l'investissement qui est fait. C'est vrai que moi, ces presque 3 ans chez Nickel sont passés très vite, mais il y a vraiment tout le côté, tout ce qu'on a parcouru comme chemin, et comme tu dis, de capitaliser sur le réseau, tout ce que tu as investi, tu as aussi envie de le voir grandir, tu as aussi envie de voir ce que ça donne, et avec une autre équipe, et ça, comme tu dis, je pense que c'est aussi l'éloge, effectivement, pas de la lenteur, mais juste de l'investissement, et de prendre le temps de regarder ce que tu as fait, où tu peux aller, ce que tu peux améliorer. Voilà. Après, c'est bien aussi de se dire des fois, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et souvent, on peut se poser cette question quand on sort d'un congé mat, où on se dit, est-ce que j'ai envie de rester... je sais que je vais avoir quelque chose d'autre à apprendre. Est-ce que je reste sur quelque chose que je connais, je mets pas tous mes piliers en branle en même temps? Ou justement, est-ce que c'est pas le moment de me dire, tiens, mais ma grossesse et ma maternité me donnent envie de découvrir quelque chose de différent, et là, je me lance et je sors de ma zone de confort, et c'est aussi possible dans le droit. Et c'est ça je pense que c'est des messages qu'on doit
véhiculé, mais c'est possible dans un autre groupe, c'est possible avec des nouvelles fonctions, vous en parlez beaucoup, LegalOps, etc. C'est possible avec une transformation du métier sans forcément se dire j'envoie tout valser, je change d'environnement. Big up musical. Mais voilà. Voilà. Mais c'est une évaluation des risques. Enfin, bénéfices-risques. Bénéfices-risques, exactement. Envie, curiosité, sécurité. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Et c'est très personnel, mais je pense que ça peut aider aussi à la prise de décision s'il y a effectivement des parcours, on voit que ça a marché et que c'est pas parce que peut-être dans certains environnements, on va valoriser l'ultra-expertise comme un juriste, que justement, on peut pas aussi revenir sur quelque chose de beaucoup plus généraliste, de beaucoup plus transversal et on réinvente le métier associé. Et ça, c'est hyper important. Et je pense qu'on nous demande en plus, nous, de nous transformer côté juridique. On nous demande de changer la fonction. On demande de faire des choses agiles. C'est un truc... je pense qu'il faut qu'on en parle le plus possible sans dire qu'il faut vraiment, effectivement, tout envoyer balader. Agile, c'est faire plus avec moins, en fait. Ouais, ou le faire, effectivement, c'est peut-être ça, ou le faire différemment, ou en tout cas de se dire, moi, ce que j'en comprends, parce qu'on parle beaucoup d'agile chez Nickel, comme dans plein d'entreprises avec des product owners, c'est vraiment d'essayer de se dire, est-ce que je peux pas disséquer, j'ai une ampleur de la tâche immense, mais si j'arrive à disséquer un peu l'ensemble de ce que je dois faire dans des petits lots, ça rend aussi la tâche beaucoup moins impressionnante, et je peux voir aussi comment je peux effectivement l'isoler. Il y en a certains qui seront plus vraiment très juridiques, il y en a d'autres qui le seront vraiment, mais je me reconcentre du coup sur ce qui nécessite une vraie expertise juridique. Et c'est tout le métier de dire je fais de la qualité, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être un juriste pour le traiter? Et quand on voit que je pense tous les départements juridiques sont extrêmement sollicités, comment on arrive à tenir comme ça, ça passe aussi par regarder ce qui reste vraiment juridique de ce qui l'est plus et comment je peux transformer pour justement prendre conscience que ça peut être fait différemment ou avec plein de solutions comme vous faites aussi sur des contract management où tu perds du temps sur des tâches qui sont répétitives, qui apportent rien. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que la fonction a pris aussi la mesure que elle aussi, elle peut changer, se transformer et il faut qu'on le dise plus et qu'on mette de plus en plus avant ce type d'initiative. Ouais. Je pense qu'on va prendre Laure avec nous pour les démos. Les démos de Séraphin Contract Management. Moi, je pense que tu vois, c'est l'arrivée dans un monde où tu devais tout faire toute seule, où je me suis dit, mais tu peux être effondrée et après tu dis, comment je vais faire pour m'en sortir et voilà. Et est-ce qu'il n'y a vraiment pas des choses que je peux faire différemment et les solutions qu'on peut proposer via Séraphin ou via d'autres, même dans la logique, ça contribue à simplifier aussi ton quotidien. Totalement. Et si on revient à la BNP, Nickel, t'es un pur produit de BNP Paribas, donc stage, VIE, ouais, premier très emploi, vert. C'est ça, très vert contre rouge, mais là très vert. Ouais. Donc t'as passé les 9 premières années au sein de l'entreprise, t'as ensuite rejoint Nickel après le rachat par BNP. Et pour ceux qui ne connaissent pas Nickel, ça veut dire que vous n'avez pas écouté la première partie de l'épisode parce que Laure a fait une superbe description de Nickel. Donc Nickel, pour revenir quand même, c'est la promesse d'un compte bancaire pour tous et qui permet notamment de lutter contre la précarité bancaire. Donc c'est un établissement de paiement qui propose un compte courant avec une carte, un RIB, ouvert en 5 minutes chez un buraliste. Donc si vous descendez en bas de chez vous. Donc déjà, si vous connaissez pas Nickel, c'est que soit vous n'allez pas en bureau de tabac. Si vous connaissez pas Nickel et que vous allez en bureau de tabac, c'est que vous n'avez pas nécessairement bien vu ou alors on n'a pas encore réussi à le convaincre d'être distributeur et ça, on en parlera à la Confédération. Mais ça, c'est possible. Probablement. La seule nuance, Selma, si tu me permets, parce que je sais pas si on a des auditeurs qui sont régulateurs, mais on n'a pas le droit de dire qu'on a un compte bancaire puis qu'on n'est pas une banque. Ok. Et donc, j'ai dit ça. Ouais, mais c'est juste. Mais non, mais c'est parce qu'il y a un grand débat en ce moment sur nous ne sommes pas une banque ou une néobanque. D'accord. Et du coup, c'est compte de paiement compte de paiement parce qu'il faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Très bien. Mais merci. Voilà. Non, mais c'est important la nuance parce qu'il y a un contexte aujourd'hui. T'es juriste toi, non? Ouais. Non, mais juriste et j'ai peur du gendarme. Ouais. Et on va pas du tout couper cette partie parce que tu as bien raison. Mais ça, après je pense que pour la personne, le commun des mortels, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'on n'est pas établissement de crédit et donc il y a une vraie différence et c'est la règle et on appelle compte de paiement, c'est bien, mais c'est l'idée, c'est l'alternative à la banque. Et du coup, nickel, compte de paiement, très clair. C'est plus de 500 employés. Oui. Et j'ai lu des chiffres, un client toutes les 30 secondes. C'est ça, ouais. C'est premier ouvreur de compte aujourd'hui. Enfin, pour parler, c'est nous qui ouvrons le plus de comptes aujourd'hui, même si, effectivement, Boursorama reste le plus grand nombre de clients aujourd'hui en France. Mais oui, ça ouvre très vite. Et ce qu'on disait hier avec Swazik, c'est que même pendant le confinement, comme les buralistes sont restés ouverts comme commerce essentiel, il y a eu une moindre impact de la fermeture que d'autres établissements, puisqu'on a continué à ouvrir des comptes et les gens ont continué d'avoir besoin de faire des dépôts retraits. Et donc, ça a été
quand même un très bon effort de résilience pendant la crise. Ouais. Super. Et donc, du coup, on en a parlé aussi, 2 millions de clients, une forte implantation dans les bureaux de tabac avec 5900, ça a peut-être évolué, mais 5900... 6 000, on a passé le 6 millième il y a une semaine. Tu vois, c'était 2 millions, 6 000, c'est les chiffres ronds, ça aide à compter. 6 000 points de vente, et encore une fois, ce qui est assez rare pour une fintech. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'écouter le super épisode d'Hugues Lebret, Ouais, Lebret, très bien, sur Génération Do It Yourself. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse du projet, de sa particularité? Je sais que tu en as déjà parlé en début d'épisode, mais nous parler par exemple de l'histoire de Riyad, comment ça s'est passé, comment Nickel est né et ce que ça a donné plusieurs années plus tard, ce qui en a fait aujourd'hui la scale-up que c'est. Oui, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est plus une start-up, c'est une scale-up. Et oui, donc je pense que les fondateurs en parlent encore mieux que moi, mais l'idée, c'était effectivement ce constat de dire qu'il y avait toute une partie de la population qui était exclue et qui payait aussi très cher. Il y a des statistiques que j'ai plus vraiment en tête là, mais qui font que les gens payent trop cher les incidents de paiement, c'est-à-dire des gens qui ont justement des galères de compte. Et il y a d'ailleurs eu, je crois, il n'y a pas très longtemps, un reportage d'Élise Lucet là-dessus sur nos chères banques, qui explique tout ça, en fait, l'effort un peu de... On est déjà en galère et en plus, on reprend derrière des frais d'incidents de paiement qui ne sont pas négligeables, même s'il y a beaucoup d'efforts des politiques publiques et des régulateurs pour assainir un peu les choses et faire en sorte qu'on ne s'acharne pas non plus. Mais du coup, c'est parti de là, parce que pour le coup, Riyad a aussi, lui, été interdit bancaire. Et donc, il a décidé de... Enfin, ils se sont rencontrés, et donc, autant Hugues avait tout le réseau et la connaissance du milieu bancaire, autant Riyad, effectivement, avait la connaissance des besoins des plus nécessiteux. Et ils ont effectivement tout construit et réfléchi à créer à la fois. Donc, il y a cette idée de réseau de proximité, avec quelque chose qui fait qu'on n'est pas face à un conseiller bancaire traditionnel qui rappelle qu'effectivement, on n'a pas honoré ses échéances du mois dernier. Ça peut être très déshumanisant et on peut sentir ce mépris. Ouais, mais il y a des gens, effectivement, qui ont cette appréhension-là, effectivement, d'avoir ce rapport où on leur rappelle sans cesse qu'ils sont à découvert le 10 du mois. Donc là, il n'y a pas de découvert. Donc déjà, il n'y a pas cet enjeu de dire je dépense plus que ce que j'ai. Et après, il y a effectivement ce côté je vais payer juste ce dont j'ai besoin. Donc si je fais 2 retraits dans le mois, je paierai que ces 2 retraits. Donc la différence chez Nickel, c'est que le modèle de facturation, c'est qu'il y a une petite cotisation annuelle qui est vraiment beaucoup plus basse que les autres. Et après, chaque acte, sauf les virements, sont tarifés pour des retraits en distributeur. Mais les retraits en point de vente sont gratuits jusqu'au 3 ans. Il y a tout un système qui permet aussi de redonner aux gens la maîtrise de leurs finances. Et ensuite, il y a surtout cette idée de dire on a tous le même. Et voilà, j'en parlais en début d'épisode. C'est vrai qu'il y a des dispositifs en France et dans d'autres pays européens où on se dit sur des populations fragiles, on leur offre des services bancaires de base ou des offres spécifiques pour leur permettre de fonctionner à moindre coût. Mais ces offres-là, elles sont stigmatisantes parce qu'elles sont par définition accessibles qu'à ceux qui sont identifiés comme fragiles. Là, chez Nickel, tout le monde paye la même chose. J'ai le même compte que n'importe quelle personne, y compris quelqu'un qui est en procédure de surendettement. Et c'est vrai que c'est hyper fort, je pense, en termes d'identité. On a même des expériences de personnes qui sont dans la rue et qui économisent 20 € pour pouvoir avoir leur compte Nickel, avoir une carte, parce que c'est aujourd'hui avoir un moyen de paiement qui permet de payer. C'est assez essentiel pour ensuite ouvrir une ligne téléphonique, faire plein de choses. Et cette promesse-là, ils ont vraiment travaillé dessus. Ils se sont battus parce que c'est un parcours du combat. Effectivement, il a fallu convaincre un régulateur qu'on n'allait pas faire de la banque ou des systèmes de paiement low cost. Et ensuite, il a fallu effectivement réunir et lier avec un réseau. Et ça a été vraiment la rencontre avec le responsable, à l'occurrence le président de la Confédération de l'époque, qui a été séduit par le projet, qui a signé, et ce qui aujourd'hui est la promesse de le faire aussi en Europe, pour des populations qui, elles aussi, se retrouvent un peu exclues des systèmes traditionnels. Et effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un gros point de vente pour pouvoir permettre cette ouverture-là. Et donc on est allé spontanément pointer vers ces réseaux-là. En Espagne, on en a parlé aussi, où on a aussi essayé de retrouver cette idée de proximité, de commerçants diversifiés qui permet aussi de gérer ce quotidien, d'ouvrir un compte. Et derrière, il ne faut quand même pas oublier que d'un point de vue juridique, effectivement, ils restent, d'un point de vue réglementaire, agents de service de paiement. Donc il y a un enregistrement et un dossier qui se fait auprès de la CPR. Donc, et ça marche pareil à l'étranger, c'est le système du passeport européen où effectivement on enregistre le dossier auprès de son régulateur d'origine qui le renvoie à son homologue national et il y a cette double validation qui conditionne l'implantation dans le pays. Mais dans tous les cas, nous, on est vraiment dans cette logique de s'implanter avec une présence locale et pas opérer depuis la France. Il y a vraiment cette notion d'être proche, d'avoir des IBAN dans le pays et de la même manière d'essayer de toucher des populations qui sont un peu hors système. Ok.
Donc, Nickel a été créé. Et à quel moment ils se sont dit on a besoin d'un responsable juridique ? Très tardivement, et je pense que c'est un constat qu'on faisait, puisque Nickel a commencé à opérer en 2013, et donc ils ont été rachetés par BNP, et en fait l'internalisation de la fonction juridique est arrivée quasiment presque concomitamment avec le rachat par BNP Paribas. Et là, effectivement, moi depuis que je suis arrivée, c'est une autre ère aussi, mais c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que c'est assez paradoxal parce qu'on confère aux juristes un peu une expertise, et parfois on s'exprime dans un langage qui est juste ésotérique, mais j'ai l'impression que par rapport à des comptables ou des fiscalistes, on estime que le travail peut peut-être être fait soit externalisé par un avocat qui par définition voit pas tout, mais autant on va aller chercher assez rapidement un DAF, ou autant le juriste, j'ai l'impression que dans cet univers un peu start-up, ça peut arriver plus tardivement. Là où moi j'ai une autre vision, je pense vraiment que notamment sur des métiers qui vont très vite, et qui plus est dans un milieu où on a un agrément bancaire ou équivalent, c'est essentiel d'avoir un couteau suisse qui est capable dès le début de conseiller, et finalement le recours au cabinet d'avocat, ça vaut bien pour des projets stratégiques, mais avoir quelqu'un en interne qui répond aux petites questions et qui essaie d'un peu de donner ça veut pas dire qu'on repasse tout au couteau, mais on regarde vraiment, on fait un arbitrage aussi. Et par exemple, pour les pays dans lesquels on se développe, très rapide, je suis la première à militer pour qu'on ait très rapidement un juriste local qui soit dans les équipes et qui fasse ce travail d'accompagnement, parce que l'externalisation vers des cabinets, elle a ses limites. Elle va pour adapter des contrats un peu strates, mais sur le quotidien, le tout venant, c'est essentiel d'avoir un conseil de proximité. Puis derrière, coûte cher. Ça coûte cher, exactement. Il y a cette dimension effectivement de coûter cher. Et est-ce que ça peut pas être fait différemment, mais Et comment on te propose ce poste ? J'imagine ça, t'es dans un bureau à la BNP, on vient toquer à ta porte. Hello, salut, salut Laure. Voilà, on a une super proposition à te faire. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux rejoindre Nickel, gérer l'équipe juridique, créer l'équipe juridique ? Créer l'équipe juridique, il y avait vraiment personne. Ouais, en fait, il y avait vraiment personne. C'est important de noter. Ouais, parce que du coup, c'est un autre rôle aussi de créer. De l'épisode d'ailleurs. Exactement. Je pense que je suis pas la seule dans cette situation, mais c'est un autre rôle qu'ensuite de faire maturer ou transformer une direction juridique quand elle n'existe pas. On n'a pas les mêmes réflexes et les mêmes priorités. Non, du coup, ça rejoignait ce que je disais, où quand moi, je ressortais juste de congé mat et j'avais juste exprimé le souhait de pas refaire ce que je faisais. Et donc, effectivement, j'ai eu cette opportunité. Et ce que je trouvais chouette, c'était de pouvoir passer d'un rôle hyper spécialiste vers quelque chose d'hyper transversal, en ayant au-delà cette statut de directeur juridique. Donc, quand tu es directeur de toi-même, ça a moins d'intérêt. Mais quand on te dit, tu as la promesse de créer ton équipe et de choisir les personnes avec qui tu vas travailler, c'est hyper important quand tu pars de zéro. Et du coup, effectivement, il y a eu un concours où celle qui était en place partait. Mais c'était vraiment la promesse de dire, ça va bien marcher. Assez rapidement, la promesse et le succès de Nickel a bien été anticipé, et on savait qu'il y aurait des développements, et il y avait aussi cette partie internationale qui était déjà en gestation, avec tout le dossier, constitution d'un dossier, droit comparé, etc. L'avantage aussi d'être dans un groupe, c'est qu'effectivement BNP est implanté dans ces pays, donc on a aussi cette chance d'avoir des juristes experts et des juristes locaux qui sont des alternatives au cabinet, et qui font aussi qu'on réinvente la banque, mais on réinvente pas tout non plus, donc il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été balisées, et nous, ça nous permet vraiment de nous concentrer sur le plus, la petite différence et l'adaptation à Nickel. Ça peut être quand même ultra stressant d'arriver, même si ça avait été bien préparé, mais tu te dis, je suis toute seule. Ouais. Go. C'est ça. Et t'arrives, c'est ce qu'on se disait, j'étais dans un boulot où c'est pas que les questions sont connues, mais ça commence à faire. Et donc là, c'est vraiment quelle va être la question qu'on va me poser aujourd'hui. Ça part dans tous les sens. Et du point de vue de la direction générale, c'est moi l'expert sur tous les sujets. Donc, comme j'ai fait un parcours plutôt très spécifique, il y avait plein de sujets sur les marques et l'API. Hommage à ta spécialité, Swazik. J'avais jamais fait ça dans mon parcours, ou quasiment pas. Et pourtant, on m'a demandé très vite de gérer ça, d'anticiper. Est-ce que faut faire des rapports d'antériorité dans les pays dans lesquels on va se développer? Est-ce qu'on va pas venir marcher sur les plates-bandes d'un autre? C'était des choses, et tous les gens te regardent comme étant l'experte en chef. Et t'as l'espèce de sentiment de waouh, c'est l'ouragan. Là, ça fait 2 ans où il y a eu le temps d'absorber, mais tu passes vraiment par des montagnes russes, et tu te dis parfois, je pense que c'est quand même un gros gap. Et aujourd'hui, ça peut être plus de la fierté de l'avoir fait, mais il y a des moments vraiment durs. Et puis, c'est vrai que c'est une fonction qu'il faut mettre en valeur aussi, qu'il faut valoriser. C'est vrai que la communication, et par rapport à d'autres fonctions qui sont Barninet font de la com. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt les bons soldats, donc toutes nos analyses peuvent prendre du temps. On fait pas de quick and dirty, même si on est dans une start-up, pardon. On peut pas en faire, ou alors on fait pas bien notre job. Et c'est vrai que du coup, il y a cette démarche-là aussi où il fallait en plus conquérir une légitimité.
Après, moi, sur quoi j'ai beaucoup investi vraiment en arrivant pour que ça soit aussi dans la légitimité, c'était tout ce qui va être action de formation. Et ça passe très bien côté client interne aussi, de se dire, en fait, le juridique, il va aussi valider mes opérations, mais il va aussi m'apporter l'éclairage que je maîtrise pas tout. Et je vais m'améliorer dans ma gestion des process, je vais m'améliorer dans, voilà, j'ai un liquidateur qui me demande ça, pourquoi il y a ce sujet-là. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup marché et ça a vraiment achevé de nous rendre vraiment indispensable ou incontournable. Justement, quand tu es arrivée, ça a été quoi ? Qu'est-ce que tu as fait les premiers jours ? Quels ont été tes premiers chantiers ? Est-ce que tu as pris du recul d'abord ou est-ce que tu es rentrée direct dans les dossiers ? C'est compliqué de prendre du recul, surtout qu'il y a eu des années où il y avait des pratiques qui se faisaient sans filet ou sans prise de recul. Donc c'était difficile de prendre du recul en plus quand tu es tout seul et que, du coup, tu n'as pas non plus cette expertise. Mais en fait, j'ai fait un tour de tous les départements pour comprendre déjà comment ils fonctionnaient. Donc, on fait beaucoup de vie ma vie, je pense que dans plein de boîtes, ou des rapports d'étonnement. J'en ai parlé de vie ma vie dans un précédent podcast. Je trouve ça super. Et c'est franchement génial. Donc, vie ma vie au service client, tu prends les appels. Alors, c'est pas toi qui réponds, parce que sinon, je pense que ton client, il est content, parce que tu maîtrises pas le tout. Mais en tout cas, tu vois comment ça fonctionne. Pareil sur la partie conformité et sur les départements, les commerciaux qui installent les points de vente. Ça, c'est hyper riche comme démarche. Et puis, le rapport d'étonnement, effectivement, donc j'ai listé tout ce que je voyais qui pouvait interpeller, des zones des questions de notre point de vente décède, comment ça se passe. Il y a plein de choses, en fait. Autant pour la partie clientèle, ça avait été déjà un peu touché du doigt, parce qu'il y avait déjà eu des clients qui avaient pu décéder. Mais un point de vente qui décède, qu'est-ce qu'on fait du compte de distribution, comment c'est repris avec les héritiers. Donc, c'était des nouvelles questions qu'on a investies. Et après, c'était aussi, tu colmates un peu les brèches. Il y a du contentieux à gérer. Il y avait du développement aussi sur l'international déjà, puisque des passeports pour l'étranger, ça prend souvent du temps. Donc, non, ça a été beaucoup de chantiers à la fois, beaucoup d'investissements. Ça peut être vu comme usant, mais derrière, il y a vraiment la satisfaction d'avoir, aujourd'hui, fait que on est au comité de direction et le legal est vraiment plutôt un conseil et on n'est pas dans le censeur. Là, nous, c'est vrai qu'on est vraiment dans cette logique de dire, sauf s'il y a un risque très fort, risque pénal, on va plutôt dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Mets-moi dans le processus plutôt pour que je te donne des solutions pour que ça évolue. C'est hyper important d'être dans les comités de direction. Hyper important. Ou en l'occurrence, comité d'audit, comité de surveillance, qui sont les organes de contrôle où effectivement, tu as vraiment une vision. Alors, c'est d'autant plus vrai parce qu'on reste un établissement régulé, donc il y a toutes ces règles aussi de faire un contrôle. La direction est contrôlée, s'assurer que les dirigeants sont fit and proper pour leur fonction. Mais ça donne du poids, c'est de l'information aussi, où on peut mettre aussi les choses plus en perspective, on peut anticiper des sujets. C'est hyper important. Mais c'est pas le cas je pense qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui n'ont pas fait ce choix. Généralement, le directeur juridique peut être rattaché à une fonction, un DAF. Et c'est ce que j'allais dire, la direction financière. Direction financière. Et c'est vrai que... Non, déjà, nous, la spécificité, c'est que moi, mon responsable est côté BNP, donc c'est un responsable juridique. On a ce côté rattachement hiérarchique pour faire vraiment un rôle d'indépendance et donner effectivement une prise de recul par rapport à l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir avoir aussi un père qui peut aussi nous faire grandir, parce qu'il y a ces dimensions aussi de comment on grandit une fois qu'on est dans cette structure. Et ça, c'est vrai que directeur financier, il y en a des très brillants, mais ils n'ont pas forcément les leviers pour faire grandir un directeur juridique. Et puis, c'est pas la même vision. Non, c'est pas une même vision, c'est pas les mêmes thématiques. Donc après, on peut se nourrir et s'enrichir mutuellement, mais c'est pas forcément le schéma qui fait qu'on grandit et qu'on apprend et qu'on évolue et qu'on se transforme. Mais ouais, non, on a la chance d'avoir effectivement une équipe dirigeante très jeune, aussi un pur produit BNP Paribas, mais qui a su effectivement bien assimiler les obligations de contrôle d'un établissement régulé, avec, on en parlait en ce moment, beaucoup de pression des différents régulateurs, parce que ces nouveaux ovnis des banques digitales ou établissements de paiement, ça les inquiète, mais ils veulent s'assurer que c'est les mêmes garanties données à des clients. Donc, comment on traite leurs données, comment on protège, on vérifie tout ce qui va être lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour s'assurer qu'on est au bon niveau de garantie et de sécurité, de maîtrise des risques. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de demandes en même temps. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir un bon pilotage et une direction qui valorise la fonction juridique vraiment comme un vrai business facilitateur. Et ça si c'est pas acquis parce que la personne a travaillé avec des juristes qui l'ont convaincu, il faut le faire et il faut conquérir cette légitimité-là. Je pense que c'est ça qui est important. Du coup, on a parlé des chantiers juridiques. Laure, est-ce que tu peux justement nous parler des relations entre les équipes juridiques, compliance, produits,
tech pour concilier les intérêts de chacune. Je sais que alors il y a une particularité pour les établissements de paiement et les établissements bancaires, c'est que la direction juridique doit être séparée de la direction compliance. Est-ce que c'est une... C'est vrai, ouais. Il y a vraiment 3 fonctions de contrôle, y compris la conformité doit être distinguée de tout ce qui est contrôle interne et risque. Et comment vous faites justement pour vous accorder et faire en sorte de créer le moins de friction possible au niveau produit, tout en répondant aux exigences réglementaires et légales? Parce que c'est un énorme enjeu pour les équipes produits de ne pas créer de friction et pour vous derrière aussi de devoir respecter les exigences légales et réglementaires. Comment vous faites ça? Alors, en tout cas, chez Nickel, on essaie vraiment tous de travailler en mode hyper collaboratif. Donc, c'est peut-être juste un concept, mais dans les faits, ça se traduit par, il y a énormément d'interactions. Alors, c'est vrai que dans le contexte sanitaire, c'est plus compliqué, mais on est très en amont du processus de création produit. Chez Nickel, on a un comité, un co-pitch, où en fait, chaque nouvelle idée est présentée à l'ensemble des départements et notamment aux 3 fonctions de contrôle. On a contrôle, c'est pas spécialement noble, mais risque, conformité, et legal. Et donc, l'idée, c'est d'identifier dès la gestation du projet s'il y a effectivement des points vraiment bloquants, des choses à travailler, des conditions pour lancer le produit. Ça permet aussi de déterminer le calendrier et puis les livrables. C'est-à-dire que dès le début, non seulement la fonction donne un avis sur si elle voit des enjeux, est-ce que ça touche à de la lutte anti-blanchiment, est-ce qu'il y a une dimension pénale pour nous, ce genre de choses. Et après, on va définir ensemble, c'est l'idée aussi, un calendrier pour le déployer. Histoire qu'on n'ait pas une accumulation de projets qui arrivent tous en même temps et que ça soit impossible de produire dans des bonnes conditions. C'est un peu le grand stress du juriste de se retrouver à devoir faire j'avais 20 minutes pour regarder, donc tu as 20 minutes de revue juridique, autant dire que j'ai pas lu les 10 dernières pages, donc peut-être qu'il y a des trucs, mais je ne saurais pas, si tu le signes comme ça. Mais voilà, et donc c'est vrai qu'on essaie d'être dans cette logique-là, de beaucoup se parler. Donc c'est vrai que moi, avec mes pairs côté conformité et risque, on est vraiment dans les échanges et on se nourrit mutuellement. Après, c'est vrai que la vision selon les personnes, j'ai tendance à penser que parce qu'on est legal, on connaît toutes les réglementations, mais il y a quand même des périmètres qui relèvent vraiment de la conformité, tout ce qui va être sécurité financière, domaine des sanctions, etc. C'est vraiment un périmètre d'experts et donc c'est à eux aussi de se l'approprier. Et c'est vrai que nous, en tout cas, côté juridique, la vision qu'on ait vis-à-vis des product owners, c'est vraiment d'être dans la compréhension de ce qu'ils ont ce qu'ils ont besoin de faire. Quand c'est vraiment pas possible, on a un joker qui s'appelle un avis bloquant et donc le produit ne peut pas sortir sauf à ce qu'il y ait une escalade. Généralement, on va jamais jusque-là, mais du coup, ça donne aussi du poids à notre avis et on essaie de trouver des solutions. Et en fait, le secret, c'est vraiment plus l'anticipation et on essaie petit à petit de travailler avec eux pour que régulièrement, en dehors de ces co-pitch par exemple, on les écoute sur leur projet, comment ça doit avancer et on essaie de voir avec eux, de chiffrer le temps que ça peut prendre associé à la documentation, s'il y a un impact sur les conditions générales ou services de paiement, parce qu'on sait que il y a des délais pour que les consommateurs puissent accepter et que ça soit opposable. Donc, on est vraiment dans l'anticipation, la collaboration et s'il y a des points de friction, on se parle beaucoup. Ok, c'est hyper intéressant comme démarche de se dire qu'on va se réunir avec toute l'équipe, ou les représentants de chacune des équipes, c'est ça? Alors, c'est ouvert à tous le co-pitch, mais généralement, ça regroupe celui qui porte le projet, donc qui est généralement dans une fonction métier. Il y a son responsable, il y a toute la direction générale, les directeurs métiers, conformité, marketing, et les fonctions, donc les 3 fonctions conformité, risque et legal qui sont représentés. Et effectivement, c'est l'idée de dire c'est un projet qui va nécessiter tel développement. Du coup, s'il y a des choses à étudier, on a un autre forum d'un comité de validation un peu plus formel. Sinon, c'est du BAU et on se lance. Et si vraiment il y a un gros irritant, pour nous, il y a ça sera de l'abus de confiance, c'est pénal, on va pas y aller. Je caricature un peu, mais voilà. Et c'est du coup, ça donne effectivement, ça permet aussi de filtrer. Et c'est aussi, même en termes, au-delà du legal, toutes les usines de protection côté IT, côté métier, c'est aussi comme ça qu'ils s'en sortent. Ils sont organisés en mode agile, mais effectivement c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir aussi une feuille de route produit qui tient la route et qui fait qu'on se sort pas on lance pas des projets qu'on finit pas. Et comme là en plus on rajoute au contexte actuel le fait qu'en parallèle, on se développe à l'international et qu'il faut aussi vivre international et conduire et faire la même chose dans les autres pays, ça rend effectivement les choses... c'est indispensable de sélectionner, de prioriser, de pas mal se parler. Et ça, je crois que ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'on a vraiment gagné dans cette efficacité-là. Et comme ça reste une petite entreprise et la décision est rapide et efficace, on avance assez vite. Et nous, moi, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir compter sur des expertises côté groupe dans la fonction juridique de BNP, ou quand on a des questions plus précises sur le droit des marques, sur
sur la data protection, on a des relais immédiats qui sont en interne, qui ne sont pas des avocats. Et c'est vrai que ça donne aussi beaucoup d'efficacité dans notre conseil. Généralement, quand on lance un nouveau projet, on peut se renseigner. Il y a d'autres entités du groupe qui ont déjà travaillé dessus et on se nourrit aussi de cette expérience. Et je suis plus capable aussi de donner rapidement un avis, savoir si je peux livrer en 2 semaines ou en 3 mois. Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc c'est vrai que ça marche plutôt bien dans cet esprit-là. Et tu le fais aussi hors groupe? Est-ce que tu vas voir, par exemple, certains de tes homologues dans d'autres entreprises, dans d'autres directions juridiques pour leur dire est-ce que vous êtes déjà passé par cette expérience-là? Alors effectivement, c'est des camarades de promo, des choses comme ça. Après, la limite de l'exercice, c'est tout ce que c'est des choses un peu plus strates où tu peux pas forcément en parler. Mais oui, on échange pas mal sur des problématiques communes, sur comment on articule des obligations réglementaires assez paires avec la donnée personnelle ou le régulateur bancaire veut qu'on aille vers plus de contrôle et ça peut être vu comme intrusif d'un point de vue RGPD. Donc comment on concilie ça? Et on voit que c'est effectivement des problématiques que beaucoup retrouvent et c'est pas souvent des risques qu'on peut arbitrer entre un risque SFR ou un risque CNIL. C'est vrai que c'est un peu... Mais voilà, et on parle un peu, mais c'est effectivement plus au sein du groupe avec une vraie communauté, parce que pour les chiffres, BNP, c'est le premier employeur de juristes. Il y a 1900 juristes dans le monde qui sont juristes BNP Paribas. Et donc, c'est vraiment une grande famille. Et c'est vrai qu'on se nourrit plutôt dans ce forum-là de ce qu'on a pu faire, y compris en droit comparé, en droit européen. Et, en tout cas, moi, ça m'a donné aussi cette agilité de pouvoir aller chercher une expertise et une réponse en 2 minutes, plutôt que d'appeler un cabinet d'avocats où, effectivement, en plus, il y a l'enjeu des coûts qui sont assez importants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe se retransforme comme ça, où en fait, on vient mutualiser les juristes autour d'expertise. Donc, il y a plein d'entités juridiques différentes, mais on va être, par exemple, dans mon équipe, récemment, on a une nouvelle recrue qui est arrivée, qui vient de Personal Finance. Je sais pas si vous voyez, c'est l'entité qui fait du crédit à la consommation, le gros bonhomme vert. Ça s'appelle Crédito dans l'intimité, mais voilà. Et effectivement, elle est spécialisée dans tout ce qui est services de paiement. Et l'idée, c'est qu'elle puisse aussi répondre à ces questions-là pour 2 entités du groupe. Donc, on vient mutualiser aussi. C'est une espèce de plateforme d'expertise où on fait abstraction de l'appartenance à telle entité et on met à profit cette compétence juridique pour aller plus vite et aussi limiter les coûts. Elle a une certaine partie de son temps qui est répartie sur... C'est ça. Okay. Elle est censée... En fait, elle est leader sur cette thématique des SP2 et donc directrice de service de paiement. Et l'idée, c'est de pouvoir partager ça quand il y a des questions ou d'autres entités ont une problématique qui touche à cette directive-là. On a des références sur le RGPD, on a des références sur les crypto-assets. Et donc, c'est vraiment l'idée de se dire, je vais aller chercher l'expert interne. Et donc, nous, on joue le jeu, on le met à disposition parce qu'on sait qu'on pourra aussi se servir à l'inverse. Et ça, c'est possible parce que BNP a vraiment beaucoup de juristes internes, mais c'est aussi une manière de mieux organiser, toujours de dire je fais beaucoup plus avec des moyens, des moyens qui changent pas, et je mets en commun avec les autres. Les co-pitch dont tu parlais, plus la plateforme de knowledge management, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ça. Ça te permet d'anticiper ta charge de travail, ça te permet d'aller plus vite dans tes recherches pour rendre ton avis, c'est un cercle vertueux. Et t'investis pas tu perds pas du temps à refaire des recherches qui ont déjà été faites. Après, c'est un état d'esprit aussi, et je sais pas si... J'ai pas été confrontée à ce cas-là, mais il y a des juristes qui n'ont pas envie de mettre à disposition leurs notes parce que c'est leur travail sous couvert de la confidentialité. C'est ça. Ou après, ils ont peur d'être jugés sur la qualité de leur travail. Et donc, c'est vraiment une mentalité à avoir de dire je travaille pas pour moi, mais je travaille pour, on va dire, la communauté. C'est ça. Et t'as raison. Et c'est hyper. Moi, je vois, moi, j'avoue que dans les juristes qu'on peut recruter, on va chercher aussi des gens qui ont un état d'esprit particulier. Mais c'est vrai que j'ai pu le rencontrer avec d'autres gens du groupe qui sont pas forcément dans une logique, comme tu dis, de partage, et il y a du travail. Mais c'est vrai qu'il faut changer effectivement la perspective. Et il y a beaucoup de programmes au-delà des outils. Il y a des programmes au sein de notre groupe aussi pour faire évoluer ton juriste. Donc ça s'appelle The Lawyer of Tomorrow. C'est un super projet qui effectivement, tu viens te frotter au digital et tu comprends plus cette logique il faut qu'on mutualise et qu'on se nourrisse mutuellement. Et on encourage des moments où tu te retrouves ensemble et ça peut faciliter l'échange aussi. Comme tu dis, Salma, normalement, 2 personnes à peu près, même si elles ne sont pas spontanément drôles ou hyper extraverties, tu te retrouves dans un environnement, après, naturellement, c'est beaucoup plus facile de créer du lien et de dire, tiens, je vais t'échanger ça, j'ai bossé sur ça. Et du coup, c'est aussi l'occasion de changer un peu, on se met tous ensemble et on change un peu les codes et l'état d'esprit, de se dire, attends, moi, je suis dans ma petite tour de verre avec mon petit grimoire, je te montrerai pas ce que j'écris. Là, du coup, t'es obligé de jouer le jeu, en fait. Ouais. Et ça se fait plutôt moins naturellement pour certains ou certaines. Et ça t'apporte beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas un petit clin d'œil à Anish qui était avec moi
promo. Et je pense qu'il sera ravi si on le cite, mais oui, bien sûr. Il a rejoint Nickel en stage, c'est ça ? Il a commencé par faire un stage avec nous. Le pauvre, il a vécu le confinement avec nous l'année dernière. Le pauvre. Non, mais il l'avait pas avec nous, mais juste l'aspect de faire un stage où effectivement, il voit très rapidement, effectivement, la moitié du temps, on est à 100% à distance et on se voit pas. Et Anish est typiquement, effectivement, un profil qu'on adore et qui d'ailleurs vraiment adoré au-delà du légal parce que il a un état d'esprit très ouvert. Il a cette logique de disponibilité en fait en disant non mais avec plaisir, une curiosité aussi pour travailler sur d'autres sujets et c'est vrai que ça semble facile et en fait je pense que cette promesse de dire le juriste, je vais le voir, j'ai quelque chose à lui poser, il va pas me dire j'ai pas le temps, tu m'intéresses pas, j'ai mes trucs à faire. Je crois que ça fait toute la différence dans une scale-up parce que en fait on se sent aussi valorisé en disant il va m'écouter et là il a vraiment envie de m'aider, il va me trouver une solution et donc on est ravis et la bonne nouvelle c'est que quand il a été reçu à l'examen du barreau en décembre, il nous a demandé s'il pouvait revenir pour faire effectivement une partie de... Il est en cours le matin et l'après-midi, il est avec nous. Et donc, du coup, là, il investit l'international et c'est chouette parce qu'il fait d'autres choses. Et, super. En plus, on a dans l'équipe ce souhait de se dire qu'on bosse souvent en collaboration avec... C'est pas forcément que de la seniorité parce que parfois, moi, je connais rien en droit des marques et j'ai un stagiaire, une alternante qui maîtrise beaucoup mieux. Et en fait, on essaie de pairer pour que chacun puisse se nourrir de l'expérience de l'autre. Et ça permet aussi, quand c'est un peu dur et qu'il faut y aller, d'être un peu tous les deux alignés sur un même objectif. Et je trouve que ça marche vraiment très bien. Après, il y a beaucoup de travail, mais ça tient bien avec l'humain et le côté, comme tu dis, on a un objectif commun, on travaille ensemble. Je pense que c'est vraiment ces synergies qui font que tu fais la différence aussi. C'est chouette, ça. Ça donne envie de travailler au sein d'équipe juridique de Nickel. C'est trop bien, c'est trop cool. Dernière question, peut-être avant de passer à la dernière partie du podcast. Question un peu rituelle. Ouais. Quels sont tes challenges, les objectifs que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ? Donc vraiment professionnel, on part pas dans tous les sens. Tu dis ce que tu veux, cela dit. Tout est possible. Non, là, l'objectif qu'on a, c'est qu'on doit continuer à développer à fond la France qui va vite, avec 2 millions de clients déjà, tout en développant aussi l'international. Donc, c'est un challenge d'avoir 2 chantiers en même temps. Et l'idée, c'est vraiment du coup maintenant de réussir à construire une direction juridique internationale où on va avoir des juristes dans des équipes, dans des pays. Donc, il y a aussi comment on crée du lien avec un juriste qui est seul parmi plein de gens du métier. Comment on anime cette communauté où on l'enrichit quand ils sont tout seuls. Donc, il y a cette dimension-là qui est hyper importante. Conserver cette confiance qu'on a on est un partenaire stratégique de la direction générale, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on reste efficace, on a accès à l'information, on est apprécié et valorisé. Et puis après, mon objectif qui est plus développement personnel, ça c'est vraiment sur le long terme, c'est vraiment arriver à garder un peu un équilibre, parce que la Pierre travail occupe depuis 2 ans une grosse place dans ma vie. Donc dans l'aquarium, effectivement, ça prend beaucoup de place. Et donc mon objectif, c'est justement à la fois sur les outils, sur la formation de mes équipes, parce que là, on a pas mal changé. J'ai la chance d'avoir 3 nouvelles personnes dans l'équipe. Une fois qu'elles seront formées opérationnelles, c'est de me dire, je vais pouvoir encore plus déléguer, et me retrouver un équilibre un peu, parce que je sais pas quel est le ressenti des juristes, mais souvent, on a quand même des agendas très, très chargés. Et c'est vraiment tout un art de se tenir à se dire, je laisse ça, je coupe et je garde cet équilibre-là, au-delà sans avoir forcément des enfants, mais juste un équilibre général. C'est vrai que là, on n'est pas tenté par aller dans des bars, au théâtre, à l'opéra ou autre, mais c'est vrai que quand la vie va redevenir normale, on aura envie de le faire. Et ça, je pense que c'est aussi au juriste de se développer personnellement pour être capable de mettre des limites et savoir vraiment ce qui va rester vraiment du pur juridique, de ce qui va ensuite, parce que parfois la tentation est grande de tout mettre au juridique parce qu'on ne sait pas le faire ou on ne sait pas comment le caser. Et ça, c'est un vrai enjeu. Donc ça, c'est plus développement personnel. Et puis comme ça, comme dirait Woody, vers l'infini et l'au-delà, quoi. Voilà. Un grand philosophe, Woody. Très, très clair. Et pour reparler de l'ouverture des bars et des restaurants, je pense qu'on posera notre journée de congé ce jour-là. Je crois. Ça devrait être autorisé, ça devrait être un truc de la convention collective. C'est ça. On contactera Syntec, du coup. Et qu'est-ce qu'on fera ? On commencera par, je pense, 9h du matin. Un bol. Quel que soit l'alcool confondu. Je pense que c'est ça. Mais en fait, c'est le rapport, le simple fait, on en parlait avec Swazik, le masque et tout ça, tout le truc le soir, effectivement, de retrouver espèce de côté un peu physique aussi, tu vois, c'est ça qui est... En fait, moi, ça me fait ça quand je regarde des films où il n'y a pas de gens avec des masques, où tu te dis, mais c'est bizarre, mais à quelle époque était-ce ? Attends, mais j'ai une idée, du coup, on demandera à Anish de nous inviter au restaurant de ses parents. Donc avec plaisir, très bon restaurant mauricien dans le 17e, je crois d'ailleurs, je vais pas dire de bêtises, mais... On ira déjeuner chez Anish. Moi, je pense qu'il ne le sait pas, mais effectivement, une grosse ardoise de prévu, parce qu'il y a toute l'équipe de Séraphin Légal qui viendra.
Toute l'équipe de Séraphin Légal, toute l'équipe juridique de Nickel, ça va un peu plus. Ça va faire un bon Ça va. boulot. On est encore que 4 et on compte pas notre juriste espagnol, mais ouais. Ok. Ouais. On passe à la dernière partie du podcast. Pas de On y souci. est. Ouais. C'est très simple, c'est 4 questions avec 4 réponses Ouais. attendues. Bref, rapide. Il n'y a pas de buzzer. Il n'y a pas de Je peux pas appeler un ami, il n'y a pas de joker, Non, tout doit mais être c'est répondu. tout comme, sans buzzer. Ça marche. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, Ouais. quel serait-il ? Il faut y aller concrètement. J'aurais dit la manière dont on voit le legal et comment on le sollicite pour effectivement se dire que ce qui va au legal n'est que du legal et on n'a pas un tri à faire en disant en fait ça tu pourrais le faire tout seul et j'ai pas besoin de t'aider à le faire. Donc c'est plus après arriver à l'exemple concret pour que ça reste efficace, c'est par exemple la contractualisation. C'est un contrat, mais tout n'est pas juridique dedans. Et du coup, mon juriste va le chercher que quand il y a vraiment une clause clause de responsabilité, pays, etc. Tout le reste, c'est à moi de m'en saisir, c'est à moi de le lire, c'est à moi de me responsabiliser. Et après, c'est juste de l'écriture. Mais le contrat n'est pas le privilège et l'apanage du seul juriste. Et ça, je pense que dès qu'on a réussi moi je le dis tout le temps, à éduquer effectivement un responsable métier sur ce truc-là, ça rend finalement le juriste essentiellement en charge de quelques questions et ça change ton quotidien aussi. Ok, Voilà. très clair. Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes ? Je pense que c'est les écouter vraiment. La qualité d'écoute est hyper importante pour bien comprendre où ils veulent aller, quelles sont leurs contraintes et arriver à le traduire en points juridiques et où est-ce qu'on veut arriver. Et ça suppose effectivement de faire un peu abstraction et d'être très concret et ça, on y travaille tous, c'est vraiment le travail continu, tout le temps. Moi, particulièrement. La qualité d'écoute et la capacité d'écouter, c'est essentiel. Ok. Troisième question. Ouais. Quel outil utilisez-vous au sein de la direction juridique ? Alors, les outils qu'on utilise, on est en environnement Google qui offre plein de choses. Et c'est vrai c'est pas des outils aussi élaborés que des vraies solutions de contract management, mais on a vraiment travaillé sur la gestion de nos contrats avec une Contratech. Donc, c'est un tableur Excel plus qu'on a boosté avec des alertes qui nous permettent de gérer ça. On a fait pareil sur le contentieux. On a toute une partie sur les deadlines pour des réponses à apporter. On a même bricolé une petite formule. Et Dieu sait que le juriste n'est pas un mathématicien, mais qui calcule les intérêts légaux quand on a eu un jugement. Pour aller vite. Pareil sur la gouvernance, on a un calendrier perpétuel qui nous aide à ne pas manquer des échéances. Et donc mais je pense qu'à terme, il y a des vraies solutions bien intégrées dans le marché. Nous, on a investi tous les outils de la Google Suite pour avoir cette efficacité-là et se dire, tiens, c'est pas moi qui mets sur mon cahier, penser à relancer machin, ça pop-up dans ta boîte mail et tu gères et tu écrases. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on va bientôt, on prépare un épisode, une sorte de hors-série, qui a pour objectif en fait d'évoquer le sujet suivant qui est comment optimiser cette direction juridique avec 0 € supplémentaire. Et tu vois, là, c'est mobiliser les ressources. Là, clairement, c'est ça parce que c'est vraiment t'as tes accès, c'est la G Suite de base et du coup, il y a plein de choses que tu peux déjà faire à ce niveau-là. Alors, ça c'est limite aussi en termes de capacité, etc. Mais ça fait déjà la différence. Enfin, nous, ça a permis de plus avoir de louper. Est-ce que tu nous partageras quelques petits trucs éventuellement ? De louper ou non de fail, oui, il y en a. Au-delà des fails, je sais pas. Est-ce que t'as un template vide que tu peux nous... Ouais, bien, mais non, mais tu vois, il y a pas de souci. Ouais, je pense que je pourrais vous partager comment ça fonctionne. Carrément, tu vois, en ayant gommé tous les sujets sur la partie contentieux, des choses comme ça, c'est assez... on a bricolé tout ça. En fait, une fois on se sert aussi dans les compétences de l'entreprise, en fait. On a demandé... équipe produit, équipe tech, qui code et qui sait faire des formules. Et dès que le truc plante, on les appelle à la rescousse parce qu'on ne sait pas s'auto-supporter, s'auto-gérer. Mais du coup, on va servir aussi chez eux et ils sont plutôt contents, ouais. Super. Quatrième question et dernière question. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Moi, ça va forcément être un peu orienté tech avec mon parcours actuel, mais je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à pas être que juriste et aller s'essayer au code, des choses un petit peu qui sortent, la data science qu'on entend toujours parler, mais qui fait que ça donne aussi une autre perspective à son métier, qui fait qu'on peut mieux conseiller aussi. Pour la partie data, bien maîtriser ce que fait un data scientist, ça permet aussi de mieux voir les risques qui peuvent en découler. Je pense qu'il faut vraiment logique juriste de demain et je serai pas un juriste traditionnel
essentiel et il faut que je me sorte de ma zone de confort. Donc ça, c'est très facile quand on est jeune, on est en pleine étude, on a du temps qu'on n'a pas après pour pouvoir investir à fond et se dire qu'on n'a rien à perdre. Je crois que c'est Jacques Ma qui faisait plein de commentaires, qui a fait une très bonne intervention là-dessus en disant, enfin, en fonction de sa cage de la vie, on a des choses à investir et on va plutôt aller dans un grand groupe ou dans une toute petite structure et on acceptera de se mettre plus en risque que d'autres et c'est hyper important. Et ensuite, moi, je pense que je mise beaucoup sur la partie développement personnel pour un juriste aussi. Je crois que c'est aussi essentiel qu'on comprenne les techniques de communication, de gestion des émotions pour arriver à concilier un peu notre rôle qui est pas toujours facile parce qu'on n'est pas toujours dans on peut y aller et on y va sans condition, avec effectivement comment se mettre en valeur, comment je transmets des messages compliqués. Quand tu es dans un comité de direction, tu lis pas ta feuille, il faut que ton message soit percutant. Quand t'expliques un sujet pas glamour, la rupture brutale des relations établies, il faut qu'il y ait des... Voilà, et c'est une manière de le faire. Alors l'humour, c'est un moyen de un peu stand-up, mais je pense que c'est essentiel de jouer aussi sur la partie com en tant que juriste parce qu'il y a aussi le faire savoir et c'est aussi comme ça qu'une direction juridique, elle devient légitime parce qu'elle communique aussi sur ce qu'elle a fait pendant l'année. Elle a certes pas créé, sauf quand elle accompagne effectivement sur des projets strates, mais tout ce qu'elle a fait économiser ou tous les risques qu'elle a gérés en évitant des sanctions, ça, il faut qu'on puisse communiquer aussi dessus. Et c'est comme ça que tu deviens légitime et indispensable, en fait. Et ça, c'est vraiment ça. Autant les compétences techniques, tu peux les acquérir tout au long de ta vie, autant les soft skills, c'est un mode de pensée différent. C'est un mode de pensée différent, mais je pense que je crois qu'il faut arriver à le faire rentrer dans ta vie. Tu vois, après, en plus, c'est des choses qui te servent pas que pour ta vie pro, en fait, c'est ta vie perso aussi, ta gestion des émotions au quotidien et cette mise en valeur. Je pense que c'est vrai que quand on a fait qu'une fac de droit, un peu traditionnelle, on t'apprend pas à te vendre aussi, à dire mais c'est vachement bien ce que tu fais et en fait, si, il faut le faire parce que c'est que comme ça que la fonction, elle reprend aussi ses lettres de noblesse et qu'elle apparaît vraiment comme étant aussi décisive qu'un mec au marketing. Enfin, désolée, mais voilà. Ouais. J'aime beaucoup les gens du marketing, mais voilà. mais dans les faits... Attention à ce que tu dis là. I know, mais non, toi, c'est différent. Toi, c'est différent parce que t'as quand même fait du droit, tu vois. Toi, t'as quand même lu des codes, mais oui. Mais quand t'es vraiment juste un pur marketeur qui fait que de l'UX à longueur de journée, non. Mais non, mais c'est parce que non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, c'est que eux, ils savent mettre en valeur des projets, ils savent effectivement parler, faire rêver sur des enquêtes de notoriété. Je pense qu'on a le droit de faire rêver aussi avec du droit, en fait. Ouais, c'est ça qui, et ça, je pense que comme tu dis, ça sera pas de la formation technique comme devenir data scientist, mais si on part dans un état d'esprit où tout au long de ta carrière, tu te formes et sur des émotions, tu gères des situations, t'apprends. Moi, j'essaie de le faire dans mon équipe sur, on a récemment une alternante, je lui ai dit, il faut que tu prennes la parole dans ce comité, il y a toute la boîte. Et en fait, on voit qu'on n'est pas à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude, mais on est hyper fiers après de se dire, tiens, en fait, je l'ai fait, j'avais 5 minutes, il fallait que ça soit percutant et c'est un autre exercice, mais c'est aussi essentiel de le faire en tant que juriste qu'effectivement en tant que porte-parole, quoi. Enfin, c'est vraiment... En tout cas, faut être créatif. Faut être créatif. Ouais, c'est vrai que moi je trouve que l'humour aide beaucoup à faire ça, mais c'est en fait vraiment en s'entraînant et en se mettant en situation qu'on le fait. Et ça suppose effectivement sortir un peu de sa zone de confort habituelle et voilà, et se préparer autant sur un exercice oral qu'un exercice écrit. Ça se prépare une intervention à l'oral. Ça se prépare parce qu'on se dit tiens, en fait j'ai 5 minutes, mais dans les faits, en fait ils sont tous en retard, donc j'ai plus qu'1 minute pour dire mon point important. Ça se gère aussi, quoi. Et donc ça s'apprend et c'est pas inné, il faut le faire, il faut le travailler, quoi. Clairement. Et tu disais, il faut le dire quand c'est bien. Ouais. Et nous on te le disait avec Swazik, c'est top ce que tu fais, ta manière d'en parler et puis le côté humain que tu en tout cas c'est ce qu'on ressent à tes équipes, ta manière de les valoriser, ta manière aussi passionnée de parler de ton travail, mais aussi de ce qu'il peut y avoir à côté, de faire attention à soi. Donc c'était super intéressant. Moi j'ai passé un super bon moment. Ouais, c'était très chouette. Ouais. C'est vraiment partagé. Et puis vraiment. C'est un nouvel exercice pour toi, non? Ouais, mais complètement. Tu sors de ta zone de confort. Ouais, j'ai dit ça. J'ai eu mon petit garçon ce matin et je lui ai dit je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Alors du coup il imaginait que j'allais passer à la radio, mais du coup c'est tout mais presque ça. La radio c'est Raffin et c'est très bien. Non mais non, honnêtement merci à vous parce que je trouve que c'est une super bonne opportunité aussi et remettre en valeur aussi des personnalités et une profession qui passe pas et pas forcément toujours bien mise en valeur alors qu'elle apporte beaucoup. C'est hyper chouette et moi j'ai passé sur le plan humain aussi parce que vous êtes toutes les deux hyper accessibles, hyper abordables et c'est hyper sympa. Merci
Merci beaucoup. Donc vraiment, les prochains, je les envie déjà parce qu'on a envie de passer des heures dans ce studio et pas retourner travailler. Je rajouterai ça, tu sais, en lien à chaque fois que j'envoie une invitation, comme ce que j'ai fait avec toi, je mettrai c'est super. C'est très bien. Franchement, c'est super. Et vraiment, merci beaucoup. C'est un super honneur et une super opportunité aussi d'en parler. Donc voilà, petit trip égocentrique, mais j'espère que ça inspirera aussi d'autres communautés. J'en suis sûre. C'était un plaisir partagé. Bonne fin de journée. Merci. Vous aussi. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite.